Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Sivalgo, le podcast qui vise à redonner à l'industrie de la construction par des astuces, des conseils, des techniques. Je m'appelle Alexandre Champoux, je suis le PDG de Sivalgo. Puis aujourd'hui, en fait, je suis en compagnie de Michel Panagis. Bonjour Michel. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien aujourd'hui. Merci d'être avec nous autres, participer à notre initiative pour justement aider l'industrie. Michel, moi je te connais un petit peu, mais notre audience ne te connaît pas vraiment. Peux-tu te présenter, parler un petit peu de ton background? Oui, écoutez, moi je suis dans le domaine de l'informatique depuis 1993. J'ai participé à plusieurs projets sur plusieurs continents, dont l'Europe, France, Belgique, États-Unis et Canada. Des implantations ERP. J'ai travaillé autant au niveau technique qu'au niveau analyse d'affaires et charge de projet ou direction informatique. Vraiment fascinant, avec une expérience très large. Puis aujourd'hui, tu es ici avec nous autres pour nous parler d'intelligence émotionnelle dans des processus de changement numérique puis de transformation digitale. Oui. Effectivement, l'intelligence émotionnelle, c'est un élément que j'ai réalisé au fil des ans qui vient impacter beaucoup nos projets de par sa nature, savoir le rejet des nouveautés dans la majorité des entreprises où ce qu'on va et comment la personne qui dirige le chantier ou dirige le projet doit coper avec ce type ou interagir avec ces types de résistance-là qu'il a. C'est arrivé souvent dans des expériences passées où est-ce qu'on a vu justement des leaders en projet s'emporter ou s'énerver durant des rencontres parce que ça n'allait pas dans le sens où est-ce que le projet avait été mandaté. Mais en même temps, il faut savoir prendre cette émotion-là, la transformer et rester à l'écoute quand même de l'audience et rester à l'écoute du projet puis de dire, OK, ça fait pas mon affaire ce que j'entends, mais en même temps, il faut que j'écoute ce qu'ils vont me dire pour être en mesure de mieux rebondir puis trouver une solution à la situation qui se présente. Je comprends absolument. C'est pas quelque chose de facile, faire une transformation numérique. Puis on parle souvent de solutions logicielles, on parle souvent de nouvelles techniques, on parle d'implanter des solutions, mais ça commence vraiment pas là. Non. Ça commence avec les gens, puis il y a une gestion du changement. Dans le fond, peux-tu nous dire, premièrement, pour toi, c'est quoi la définition de l'intelligence émotionnelle? C'est d'être en mesure, dans toutes circonstances, de prendre l'émotion qu'on vit en intérieur, de la transformer, puis de la rendre positive pour trouver une action qui va être adéquate pour relancer ou ramener le projet sur ses règles, dans le cas où un projet pourrait s'en aligner en sideways, si on veut. Donc, c'est de pouvoir être en mesure de capturer tout ce qu'on... Parce qu'on s'en sortira pas. On est tous des humains, on a tous des choses qui nous fait soit fait beaucoup plaisir ou qui nous fait beaucoup mal ou qui nous fait beaucoup peur. Et c'est de voir avec ces émotions-là comment est-ce qu'on peut les prendre, les canaliser et les transformer en action qui va être concrète et positive pour le projet qu'on est en train de mettre en avant. Fait que moi, j'ai entendu, Michel, le mot peur. Oui. On parle de petites, moyennes, grosses entreprises. Je pense que tu as de l'expérience dans les trois. Et puis, le mot peur, moi, le mot peur, je le décortique en c'est pas encore une réalité, mais ça, c'est moi avec mon expérience personnelle. Mais en transformation numérique, comment est-ce qu'on adresse ça, la peur des gens qui sont habitués de travailler d'une certaine manière, puis là, tout à coup, on veut optimiser, on veut aider l'entreprise à grandir, puis on propose des nouvelles procédures, quoi. Là, on tombe dans la gestion du changement. Ça, je vais te donner un exemple. J'ai travaillé avec une dame qui avait été embauchée pratiquement au début de la création de l'entreprise et qui avait été la personne à qui on remettait tous les problèmes qu'on pouvait trouver dans l'organisation, peu importe lequel il était. Elle était surtout axée sur les finances, mais s'il y avait des problèmes opérationnels, différents problèmes avec les systèmes informatiques et autres, c'était elle qu'on allait voir, puis c'est elle qui devait trouver des solutions. Elle a fait ça pendant 30 ans. Quand on est arrivé, puis que la compagnie a décidé de dire aujourd'hui, on veut un nouveau système ERP, on veut se départir de nos Excel, on veut éviter d'avoir plusieurs systèmes, on veut en avoir un qui va intégrer tout dans le même. Pour elle, ça a été une peur parce qu'elle s'est dit, ça fait 30 ans que tout le monde vient me voir avec leurs problèmes, que je règle le problème, j'ai trouvé des solutions efficaces. Et là, demain matin, vous allez me dire que mes solutions, que ça fait 30 ans que je mets de l'avant puis que j'utilise, ils font que l'organisation va bien, on va toutes les mettre de côté pour aller vers un nouveau système. Ma peur, pour moi, je ne le connais pas, le système. Par exemple, si je parle au nom de la dame. Donc, pour elle ne sait pas qu'est-ce que le nouveau système va faire. Est-ce que le système va couvrir tous ces besoins-là qu'elle a identifiés, sur lesquels elle a identifié des solutions? Et là, c'est comment je vais arriver. Puis là, quand elle voit le système, souvent, la résistance va venir du fait,
ben ça fait pas ce que je faisais avec mes Excel. C'est pas exactement pareil. Pareil, mais éventuellement, l'idée puis c'est là que la gestion du changement devient importante, c'est de pouvoir lui dire, OK, mais qu'est-ce que tu aurais besoin qu'on améliore, puis de lui communiquer adéquatement les changements ou de la façon, les nouvelles méthodes à mettre de l'avant pour utiliser le système. Parce que tout ce que tu fais dans un Excel, on serait capable de le faire. Ça peut peut-être dire que tu vas devoir te changer. Et là aussi, pour des personnes qui doivent vivre le changement, pour eux, c'est un stress parce qu'ils se disent, hey, moi, je suis le best, le top avec tous les systèmes que j'ai là. Du jour au lendemain, tu m'amènes un nouveau système, là, je ne vaux pas plus que personne. Fait que ça, c'est une peur de perdre la notoriété par rapport à l'organisation. Fait que c'est l'objectif dans la gestion du changement, quand on s'en va vers ça, et la gestion de l'émotion de la personne, c'est de lui faire comprendre que oui, tu vas au début probablement avoir des problèmes à faire ce que tu faisais avant de façon rapide, mais dis-toi une chose, c'est que le plus vite on passe la courbe du changement, le plus rapidement tu vas être en mesure de revenir au même niveau que tu étais avant qu'on commence le projet. Absolument, Michel. Merci d'avoir partagé ça. Puis tu sais, moi avec Sivalgo, j'en ai fait des centaines là, de transformations numériques. Puis tu sais, une des choses que je voulais toujours avoir, c'était le backup du leadership. OK? Parce que, justement, on a affaire à des gens qui ont, qui sont fiers de performer pour une entreprise. Puis là, soudainement, ben, ils ont peur. OK? Fait que, une des méthodes que nous, on utilisait, peut-être que toi, tu en as des différentes, mais c'était vraiment de faire des mappings puis d'y aller étape par étape, tout en faisant des contrastes. Oui. Avant, on peut l'appeler Gisèle, la dame de tantôt. Gisèle, tu le faisais comme suit. Maintenant, tu vas le faire comme ça. Mais l'avantage, il va être X, Y, Z. Ça va s'en aller, ça va se propager. Tu sais, nous autres, on parle souvent avec des contremaîtres. Tu sais, ça, c'est des gens qui ont peur de la technologie. Mais j'aimerais ça revenir à toi, Michel, avec... Quand tu as affaire à des gens réfractaires comme ça, y a-tu des techniques que tu utilises? As-tu des astuces que tu peux nous partager au niveau de ça? Oui, j'ai eu plusieurs. Ben, écoutez, chaque personne a des traits de caractère assez distincts. Tu peux avoir des gens qui vont être plus dans le domaine de la vente, qui vont être stimulés par des challenges qu'on va leur donner. Il y a des gens qui sont plus introvertis, qui, eux, ont besoin de prendre le temps de réfléchir. Donc, l'idée, quand on devient gestionnaire de ressources, parce que partir d'un programmeur analyste, devenir gestionnaire de ressources, c'est pas la même chose. Hein. Programmer une machine, c'est une affaire, puis gérer des gens, c'est une autre affaire. Et lorsqu'on devient un gestionnaire de ressources, il faut identifier quels sont les traits de caractère de chacun des individus pour être en mesure de parler leur langage. On a toujours la même mission, le même objectif, mais c'est de pouvoir le transformer dans le langage que la personne va comprendre et de donner le temps. Donc, j'ai un exemple aussi où j'ai travaillé dans une usine manufacturière et la sélection du logiciel n'était pas la sélection que la fille voulait ou la personne voulait à l'interne. Donc, elle a tout fait. Écoutez, pendant 17 ans, elle a tout fait pour saboter le projet. Et éventuellement, lorsqu'on est arrivé pour l'implanter vers la fin, c'est là qu'on a établi de certaines façons de faire, c'est-à-dire que je suis allé m'asseoir carrément à côté d'elle, physiquement à côté d'elle, et lorsqu'elle avait des objections, des choses qui n'allaient pas, au lieu de la laisser partir, courir, puis créer la panique dans le corridor, là, je la prenais immédiatement, je m'assoyais avec, je disais, OK, parle-moi, c'est quoi qui ne marche pas? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Puis là, j'arrivais à la calmer, puis éventuellement, elle est devenue, avec le temps, on a fait ça pendant plusieurs semaines et mois, et avec le temps, elle a fini par embrasser le changement et être en mesure de pouvoir devenir le leader du changement. Mais au départ, elle était tellement réfractaire, c'était épouvantable. Donc ça en est un exemple que j'ai utilisé, mais dans d'autres cas, je vais utiliser d'autres méthodes. Fait que je ne peux pas te donner un truc. C'est comme un enfant. Je peux pas donner un truc qui va te permettre d'élever tous les enfants du monde, parce que chaque enfant est différent, puis tu auras besoin d'un livre pour chaque enfant, mais c'est la même chose quand tu vas faire des projets. Chaque individu est différent. Il faut adresser la situation au moment où elle arrive. Mais il faut être très ouvert à faire ce qu'il faut faire pour arriver à faire adopter le changement. Je veux revenir sur la situation précédente. Dans le fond, moi, cette dame-là, je la vois comme une anti-championne au début. Oui. OK? Qui fait tout pour saboter le projet. Puis ça, ben, c'est un défi pour nous autres quand on est des gestionnaires de changement. Puis, en quelque sorte, des gestionnaires de culture, parce que le changement dit culture. Puis, tu sais, des fois, on se le dit, on rentre dans des compagnies, puis les cultures sont axées sur la performance, puis la rentabilité, mais c'est à peu près ça. Fait que, justement, cette dame-là, d'être en mesure de la prendre, puis de l'amener à l'antipode pour qu'elle devienne une leader puis un champion. Je veux dire, ça, c'est tout à fait un exploit. Mais les anti-champions, ça existe. Okay? Il faut trouver une manière d'aborder ces gens-là, parce qu'encore là, c'est des humains. Souvent, ces gens-là sont très bien placés dans les entreprises. Comme la dame de tantôt, qui
que tout le monde se tournait vers elle pour les solutions, faire changer ça, ces pensées-là, ces intentions-là, c'est des défis. Fait que, tu sais, il n'y a pas une règle one size fit all pour le changement digital puis la transformation numérique, mais est-ce qu'il y a des étapes? Y a-t-il des étapes pour se rendre là? Au niveau du changement, il faut que le leadership soit très bien impliqué. Il faut que la communication soit claire. Il faut que la mission soit bien définie. Il faut que les gens se sentent impliqués. Il faut interpeller les gens. Il faut les amener à embarquer dans le changement, de dire, regarde, tu es une partie intégrante, on a besoin de toi, on a besoin de tes expériences, on a besoin de tout ça pour arriver à faire le changement. Donc, si en partant, les projets sont mal leadés ou la mission n'est pas claire ou c'est pas évident pour la personne c'est quoi le changement qu'elle va vivre, puis comment qu'elle va le vivre, puis comment ça va se faire, ben c'est là qu'on revient à l'intelligence émotionnelle. Elle va avoir peur. Et là, quand elle a peur, il faut la défaire, cette peur-là, et faire le travail de communication avec elle pour l'amener à faire confiance à ce qui s'en vient. Les gens ne sont pas naturellement méchants ou anti-champions. Ils le deviennent parce que des fois, les expériences passées, comme on revenait avec la dame du début, 30 ans, qui a fait la même chose, puis qui est tout le temps pris avec les problèmes de tout le monde, mais elle a développé une résilience à dire, moi, je ne veux plus accepter aucun changement parce que ça me crée trop de troubles. Je suis pogné pour travailler les week-ends puis les soirs pour arriver à faire marcher ça. Donc, quand tu m'arrives avec un nouveau projet, elle se dit, je vais être encore pris pour travailler tous les soirs et les week-ends pour le faire marcher, le système? Fait que c'est là qu'il faut arriver à lui démontrer que ce qu'on va mettre de l'avant, ça va venir faciliter sa vie. Et il faut que ça le fasse. Il ne faut pas non plus que tu fasses juste un message puis qu'au final, on n'arrive pas à lui donner ce qu'elle a besoin, mais il faut le faire et il faut aussi lui livrer ce qu'elle a besoin. Et là, on va faire ça. Là, elle va devenir, comme tu dis tantôt, une championne. Puis elle va même, écoutez, moi, la dame avec laquelle j'ai travaillé, au début, c'était ça. À la fin, là, elle a pris le projet, elle nous a pratiquement écarté pour finaliser le projet tellement qu'elle l'avait pris en main. Fait que ça, c'est pour moi, des réalisations, parce que je me dis, c'est un peu comme élever un enfant. Une fois qu'il est rendu assez grand puis qu'il est capable de faire ses choses lui-même, moi, je mets juste ma côté puis je me dis, bon, je suis donc bien content. Puis je suis là juste pour la supporter, un peu comme un tuteur supporte un arbre à grandir. Mais c'est la même chose que je fais avec les gens avec lesquels je travaille. C'est intéressant, ça, Michel. Puis, tu sais, je me trompe-tu quand je dis que, dans le fond, l'intelligence émotionnelle, ça veut tout dire quand on parle de changement. Mm-hmm. C'est la base de tout. On peut pas passer à côté. Non, impossible. Donc, c'est un des plus gros défis de la transformation numérique puis de l'optimisation de processus. T'as-tu maintenant, tu sais, on a parlé d'exemples tantôt où est-ce qu'on avait vraiment un changement de situation. T'as-tu d'autres exemples, soit dans le même titre ou des exemples opposés, où est-ce que peut-être en construction, tu as rencontré d'autres anti-champions ou justement d'autres types de défis? C'est quoi les autres défis qu'on peut faire face? Ben, il y a des... Par exemple, on avait fait un gros projet d'implantation ERP et on avait, dans ce groupe de construction-là, beaucoup de mécaniciens qui étaient impliqués, qui devaient saisir les informations de work order, des bons de travail sur des systèmes informatiques, des tablettes ou systèmes informatiques. Et la résistance qu'on a eue de la part des mécaniciens, c'était « Moi, je suis pas un gars d'informatique. Là. Moi, je commencerai pas à taponner un ordinateur. Moi, je suis ici pour réparer des machines. Puis c'est ce que je veux faire, puis c'est ce que j'aime faire. » Puis ils sont très bons dans leur rôle. Puis il y en a plusieurs là-dedans qui sont intéressés, mais il y en a beaucoup aussi là-dedans qui ne sont pas intéressés. Donc, est-ce qu'on risque de les perdre en les forçant à rentrer des trucs dans le système? Non. On est dans l'adaptation, il faut s'adapter. Donc, les gens qui vont subir le changement, il faut qu'ils apprennent à s'adapter, mais à un moment donné, il y a une limite. Donc, nous, en tant qu'organisation ou en tant que leader, il faut aussi s'adapter. Donc, ce qu'on a fait pour aider ces gens-là, qui sont restés pas mal dans leur carcan de dire, moi, je ne rentre rien dans un système informatique. On leur a fourni une ressource qui, elle, pouvait récupérer les papiers, les bons de travail, et c'est elle qui les rentrait dans le système. Donc, ça a permis aux mécaniciens de rester heureux dans son travail, puis ça nous a permis, nous, de récolter l'information dans le système informatique via une ressource qui le faisait pour eux et qui faisait d'autres tâches aussi, mais principalement qui évitait que le mécanicien ait touché l'ordinateur parce que ça ne l'intéressait pas. Bien entendu. Puis ça touche vraiment notre industrie de la construction parce que jour après jour, là, on en prend là, des contremaîtres qui ont à peine un téléphone intelligent. Moi, de mon expérience, j'ai réussi à faire adopter la technologie à des contremaîtres en leur démontrant l'impact que ça allait avoir. T'sais, on est au chantier, on n'a pas juste seulement besoin de faire notre carte de temps puis un rapport journalier. On a des plans, on a des changements, on a des photos. Fait que de mon côté, j'ai réussi à leur montrer
comment on pouvait sauver du temps en ayant un système bien adapté au génie civil, par exemple. Mais, tu sais, moi, je le sais, Michel, que tu as participé à digitaliser les plus gros entrepreneurs routiers du monde. Est-ce que toi, tu as eu des défis spécifiques avec ces projets-là dans le domaine du génie civil? Est-ce que tu as eu des situations où est-ce que, par exemple, il y avait des choix préconisés ou, tu sais, comment tu as abordé, dans le fond, le changement de ces entrepreneurs-là? Écoutez, plus on rentre dans des grosses organisations, plus on tombe dans des philosophies où est-ce qu'on ne fait pas les choses de la même manière. Et je me souviens qu'un des plus gros projets que j'avais, on parlait de 10 compagnies au travers le Canada. On parlait de Colombie-Britannique jusqu'au Québec. Et chaque province ou chaque groupe disait ne pas faire les choses de la même manière. On s'entend, là. On met de l'asphalte à terre, on creuse un trou, on met de la roche, on met de l'asphalte, on facture le client. Je pense pas qu'aucune de ces compagnies-là ne fait pas ça. De la façon qu'on le fait, les embellissements qu'on peut mettre en entour, oui, il peut y avoir la capacité, mais il y a toujours moyen de satisfaire le besoin de chacune des industries pour leur donner la façon qu'ils ont d'opérer. Mais au final, on fait toujours les mêmes choses. Donc, c'est d'arriver, en même temps, on ne veut pas dénaturer les logiciels qu'on installe, parce que si on écouterait les gens, on serait avec un paquet de modifications qui fait que lorsqu'on va arriver avec des retrofits, ça va être un problème. Donc, il faut tenter de négocier avec eux puis dire, OK, ben écoute, je vais t'en donner un peu, mais donne-moi-en toi aussi un peu, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Encore une fois, ce que je te démontre là, c'est une communication. Donc, tu sais, oui, le système est imposé par l'organisation, mais quand j'arrive pour l'imposer, je dis, on est tous les deux dans le même bateau. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour le faire marcher, ce bateau-là? Fait que c'est un peu cette approche-là que j'essaie d'amener à la majorité des compagnies pour amener à les faire embarquer dans le changement. Ça reste qu'il y a toujours des occasions, des endroits ou des emplacements ou des personnes qui vont continuer à s'entêter à ne pas le faire. C'est triste, mais à l'occasion, ces gens-là, soit qui embarquent dans le changement, on fait tout ce qu'on peut pour les garder, mais on peut les perdre aussi dans une transformation numérique. Puis c'est triste, mais c'est comme ça aussi. Fait que ceux qui ne peuvent pas accepter ce changement-là ne peuvent pas s'adapter. Tu sais, Darwin a déjà dit une chose, c'est pas l'animal le plus fort ou le plus intelligent sur la Terre qui a réussi à survivre, c'est celui qui a su s'adapter. Donc, si on apprend à s'adapter, on est certain d'atteindre à peu près tous les objectifs qu'on pourrait se mettre de l'avant. Mais qui dit adapter, dit conscient de son environnement aussi. Puis, tu sais, moi, j'ai eu affaire, tu sais, à des situations où est-ce qu'effectivement, il fallait négocier et puis communiquer. Oui. Combien de fois c'est arrivé qu'on est rentré en entreprise puis on a dit le besoin primordial, c'est les ressources humaines, c'est scanner les factures, c'est le système comptable, c'est... Mais quand on se met à creuser un petit peu plus, on voit justement que c'est pas l'essence même du problème. Tu sais, je veux dire, on est là pour faire de l'argent. OK? On est là pour faire de l'argent en construction. Oui, on rénove les villes. Oui, on contribue à la société, mais on est là pour construire. On est passionné par ça. Fait que, pour revenir aux implantations, Michel, est-ce que toi, tu as une prédilection de taille d'entreprise? Est-ce que tu penses que c'est plus facile de se digitaliser et d'avoir une procédure vers un plan de match, un roadmap de système quand on est une moyenne entreprise, ou est-ce que c'est plus facile quand tu es une grande entreprise, ou c'est quoi les impacts? Bien, les défis sont différents selon la taille de l'entreprise, c'est clair, parce qu'on impacte plus ou moins un grand nombre de personnes. Par contre, moi, ce que je dis dans tous les projets que je lance, c'est que j'ai un créneau qui s'appelle le PPS. Le PPS, c'est les personnes, les processus et le système. Le premier, personne, c'est celui-là qu'on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle, la gestion du changement. C'est, je te dirais, l'impact peut-être à la hauteur de 60% du succès d'un projet. Si on réussit à bien gérer les personnes dans un projet, ça va le faire, puis on va être capable de le mettre de l'avant, puis on va être capable d'utiliser le système adéquatement. Le processus, lui, c'est de mapper, comme tu disais tout à l'heure, de mapper sur papier ou de le mapper d'une façon ou d'une autre, qu'est-ce qu'on doit faire dans le système qu'on va mettre en place. Et quelles sont les étapes à qui je dois parler, la prochaine personne, et ainsi de suite. Donc, on fait un mapping de processus qui va aider
à la fois à l'éducation des nouvelles personnes qui vont rentrer, donc la formation, va aider aussi à documenter nos systèmes informatiques et va permettre d'être utilisé aussi en référence pour quand on a besoin de savoir, ouais, mais c'est à qui je devais parler pour tel élément. Donc ça, c'est le processus. Le système lui-même, quand on l'installe, je te dirais à la limite le plus facile parce qu'une fois qu'il est installé, il fait ce qu'il a à faire et même si on y apporte quelques changements, il va toujours faire la même chose. S'il feed de l'information A, il va te produire le résultat B. S'il feed de l'information B, il va te produire le résultat C. Il va toujours réagir de la même façon. Donc, ces deux portions-là, une fois que le processus est bien mappé, que le système est bien installé, configuré, c'est la personne qui devient la principale chose à adresser dans un projet. Et la meilleure façon de le faire, c'est de communiquer avec eux autres, de bien leur expliquer, de s'assurer qu'ils savent pourquoi on le fait. Parce que les changements, quand on les fait, souvent, les gens sont moins bien communiqués. Puis s'ils ne sont pas bien communiqués, ils ne se sentent pas impliqués, c'est là qu'on va avoir des anti-champions. On va avoir des gens qui vont avoir une résistance au changement. Intéressant, Michel. Fait que les personnes, les processus puis les systèmes. Oui, personne, processus, système. Si vous gardez ça en tête quand vous faites un projet puis vous accordez l'importance adéquate à chacun de ces éléments-là, logiquement, vous devriez être successful dans tous vos projets. Vous devriez atteindre la réussite de tous les projets que vous allez faire. Fait que le deuxième P, les processus, oui. Dans le fond, c'est le noyau. Hein? C'est ce qui va attacher les personnes au système. Exact. Mais c'est quelque chose qui va être réutilisé beaucoup parce que ça va permettre l'enseignement en continu. Oui. Ça va aussi permettre d'établir les Standard Operating Procedures parce que ça doit être documenté. C'est pas juste un dessin. Tu sais. Oui, ça va dire du début à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On a un nouveau contrat. On signe pas une entente, mais on réussit à avoir on se fait octroyer un contrat par le ministère du Transport du Québec. Là, après ça, on fait quoi avec ce contrat-là? On va le mettre en projet. Après ça, on va faire des écritures comptables. Donc, il va falloir monter un plan comptable pour le projet. Après ça, il va falloir facturer le client. Là, après ça, il va y avoir des papiers qui vont aller au chantier pour la réception des marchandises ou des rapports journaliers qui vont venir ou des feuilles de temps des employés ou des feuilles de temps pour les machineries parce qu'on doit aussi faire de la maintenance préventive avec les données qu'on va recevoir. Fait que donc, tout ça, c'est tous des processus qui doivent être bien mappés. Et tout le monde pense souvent qu'un processus est dans l'ordinateur. C'est pas vrai. Il y a des activités qui se passent à l'extérieur de l'ordinateur. Donc, un processus, ça englobe l'ensemble des activités qui doivent être faites pour que la tâche de faire un projet de construction soit fait au complet. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont à l'extérieur du processus, mais il faut le mapper, il faut le savoir. On va donner un exemple. Premier projet qu'on avait fait dans la compagnie qu'on avait fait en Colombie-Britannique, il y avait l'équipe opération qui gérait les feuilles de temps pour la machinerie puis pour les employés. De l'autre côté, on avait Payroll qui avait besoin des feuilles de temps pour pouvoir générer la paye. Le problème qui est arrivé tout le long du projet, on a omis de faire un atelier de travail entre les deux. Lorsqu'on est arrivé au Go Live, la compagnie, le côté opérationnel avait testé tout ce qu'il y avait à tester, puis eux s'étaient dit, maintenant, j'ai plus besoin de m'en occuper, ça s'en va à Payroll, puis Payroll va s'en occuper. Payroll ont fait tous leurs tests, puis ils se sont dit, hey, moi, j'ai pas besoin de m'occuper de la feuille de temps. Quand ça va rentrer, je vais pouvoir la traiter. Fait que personne n'avait communiqué la feuille de temps d'un côté et de l'autre. Fait que quand on est arrivé au Go Live, ça a été pratiquement la catastrophe, mais on a travaillé d'arrache-pied, puis on a fini par arranger ce bout-là, puis de le tester, puis de le mettre de l'avant. Et on a fini par y arriver. Mais tu vois, fait que tu sais, il y a comme le processus, c'est ça que ça a été notre erreur, c'est qu'on a fait le processus, mais on dirait qu'on a eu une coupure, puis on n'a pas continué le processus jusqu'à la fin, c'est-à-dire le paiement de l'employé, par exemple. On a analysé tous les risques dans chacun des départements. Mais on n'a pas attaché le lien. C'est ça. C'est important d'attacher les deux. Puis effectivement, ça arrive qu'on regarde tous les impondérables, tous les risques d'erreur, mais de faire des simulations, c'est important. Puis encore là, ça revient aux personnes. Comment que les personnes vont interagir dans ce nouveau processus-là qui englobe. Fait que, dans le fond, est-ce que ça, c'est un exemple, je sais que tu as travaillé énormément en construction. Ça, c'est un exemple que tu as vécu en construction. Y a-tu d'autres éléments, tu penses, qui sont propres à l'industrie de la construction qu'il faut vraiment porter une attention particulière? Encore une fois, je reviens avec la dame qu'on avait au début qui avait développé un paquet de systèmes et de façons de faire. Et il y avait dans le groupe avec lequel j'ai travaillé des gens qui avaient développé des macros sur Excel, des grosses macros. Puis c'était des choses qu'on ne trouvait pas nulle part parce que c'était spécifique au calcul de quantité, c'était spécifique à des choses qui se faisaient vraiment pour des chantiers routiers.
cette compagnie-là avait un groupe plus gros derrière qui forçait les updates, par exemple, pour des Excel. Puis, vu que le développement avait été fait sur Excel, bien, ils ont poussé un update qui a fait que les macros du jour au lendemain ne marchaient plus. Fait que ça a pris, on a dérangé les opérations pendant pratiquement 1 à 2 semaines pour arriver à trouver qu'est-ce qui devait être fait pour que le Excel, avec toutes ces macros, soit corrigé. Donc ça, dans le domaine de la construction terre, c'est des choses que je ne pouvais pas trouver d'autres systèmes meilleurs pour le régler. Fait qu'il a fallu éventuellement qu'on s'assoie puis qu'on dise, OK, qu'est-ce que vous faites dans cet Excel-là puis comment est-ce qu'on peut le ramener dans un système qui va être solide et qui va faire partie d'un processus de test avant les mises à jour. Dans ce cas-ci, la mise à jour avait été imposée par le grand groupe, ce qui fait que il était impossible pour personne de savoir que le lundi matin, ça ne fonctionnerait plus le truc. Donc, dans ces cas-là, lorsqu'il y a des outils qui sont développés à gauche, à droite, il faut vraiment prendre le temps. Puis on le sait, hein, si ça ne fonctionne pas le lundi matin, on n'est pas capable de faire des activités, ça coûte cher une équipe d'asphaltage qui n'avance pas. Là. Donc, il faut s'assurer que tous nos processus soient bien mappés et qu'on ait une réponse ou un plan de test lorsqu'on va faire un upgrade pour s'assurer que ça va continuer à fonctionner le lundi suivant. Tu sais, combien, ça me fait penser à mon ancien invité, là, puis collaborateur, des fichiers corrompus, combien on en a eu, puis c'est quoi l'impact de ces fichiers-là? C'est mortel pour une entreprise. D'un autre côté, j'ai mon ami Maxime, que lui a perdu, imagine-toi donc, 3 de ses 8 chargés de projet à cause que les processus d'un bureau, ils étaient trop lourds. On a fait un podcast là-dessus, on pourrait inviter les gens à aller le revisionner, mais justement, là, les méthodes de test, là, encore là, on revient aux gens, on implante des processus qui impactent des gens. Fait qu'il faut tester les choses. On peut pas juste faire des changements puis livrer ça, parce qu'après ça marche pas. Puis c'est la culture d'entreprise qui en prend une shot. C'est la force de travail qui démoralise. On parle d'équipe d'asphaltage, ça prend pas grand-chose pour démoraliser les gens. On parlait de paye tantôt. Il faut que ça soit exact. Il faut que les données soient bien traitées entre le chantier puis le traitement de la paye. Moi, dans mon ancienne compagnie, j'avais 110 gars d'asphalte, puis fais-moi confiance, il manquait $1. Ça paye. Un seul dollar qui manquait. Puis ça chialait ça job. Ah ben écoute, je vais te donner un exemple. J'étais, à l'époque, au début de ma carrière, j'étais programmeur analyste, puis j'avais été mandaté pour aller travailler sur une minière. Une compagnie, c'était des gros systèmes informatiques. Et un soir, je pense que c'était un jeudi soir, je prenais l'avion pour aller travailler là-bas. Un jeudi soir, on m'appelle, on dit Michel, on a un problème avec la paye. Tous les stops de paye pour les employés québécois, les employés à l'extérieur du Québec ont été imprimés en français. Et là, tous les gens menaçaient d'aller en grève ce soir-là s'il n'y avait pas un stop de paye écrit en anglais. Donc, il a fallu aller dans le système. Moi, je n'étais pas un gars de payroll, mais il a fallu aller dans le système, corriger certaines affaires pour arriver à le faire passer. Puis le lendemain, on a mis ça dans l'équipe des gens qui s'occupaient de la paie pour qu'ils puissent régler. Mais comme tu dis, si la donnée n'est pas exacte, mais c'est pas juste la donnée, les chiffres étaient tous bons, c'est juste que c'était écrit en français, puis les employés qui étaient anglophones, syndiqués, n'ont pas accepté ça. Donc, on n'avait pas grand temps. Là, fait que oui, ça a un impact. Puis, dans le domaine de la construction, c'est la même chose. S'il y a des choses qui arrivent puis que ça peut nous menacer un chantier complètement parce qu'ils vont dire, OK, on s'en va en débrayage ou on fait un grief ou whatever, ça peut avoir un impact très négatif sur le projet. Puis ça peut occasionner des coûts supplémentaires. Donc, effectivement, ce que tu viens de dire est tout à fait vrai. Il faut s'assurer d'avoir testé puis d'être précis dans ce qu'on va remettre. Puis, passer par là, c'est avec un bon processus bien identifié qu'on va y arriver, puis de s'assurer que ce processus-là ne soit pas trop lourd pour que la personne qui va exécuter le processus soit en mesure de l'exécuter sans sentir qu'elle vient de se rajouter X heures de travail de plus pour le faire. C'est vraiment une question d'équilibre. Oui. C'est une question d'équilibre entre, justement, là, on a parlé des 2 premiers morceaux de la tarte, si on veut, les personnes puis les processus. Moi, je voulais revenir sur les différentes grosseurs d'entreprise. Oui. Mettons, toi, tu serais un entrepreneur en construction. Ouais, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Tu es un expert de la digitalisation, mais si tu avais des conseils à donner à notre industrie de la construction, 0 à 5 employés, ça se gère pas mal sur une napkin, mais quand est-ce que tu penses que c'est le bon moment d'envisager une transformation numérique? Puis c'est quoi l'impact si tu es en train d'être trop gros? Autrement dit, c'est plus facile de digitaliser quand tu es gros
Ou quand tu es plus petit? Ben, les moyens sont plus là, c'est clair, parce que veux pas, tu as plus de contrats. Mais par contre, le gauge, je te dirais, tu pourrais regarder toute ton équipe administrative. Si tes fins de mois prennent un temps fou, plus tes fins de mois vont prendre un temps fou, ça veut dire qu'ils sont trop occupés à faire du data entry. Ça veut donc dire que derrière, tu n'as pas un bon système ou quelque chose qui peut automatiser ou être en mesure de t'aider à finir tes fins de mois. Fait que ça peut être soit que le système ne supporte pas ou ne te permet pas d'automatiser. Ça peut être aussi ton processus qui est mal fait. Donc, peu importe la taille que tu as, si tu sens qu'il y a quelque chose qui fait que ça prend trop de temps comparativement aux standards de l'industrie pour faire telle ou telle activité administrative, c'est là qu'il faut que tu te dises, ben écoute, c'est le temps. Donc, que ce soit une compagnie de 50 personnes ou que ce soit une compagnie de 5000 personnes, parce que j'ai fait les deux, dès que ça commence à être trop lourd, faire un truc, il faut commencer à s'asseoir et dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Et c'est là qu'au final, ben, vous allez peut-être prendre une décision de dire, OK, ça me prend un nouveau système ERP ou je vais faire venir un développeur, me faire développer quelque chose que j'ai besoin. Peu importe c'est quoi l'avenue que vous allez prendre, il y a quelque chose à faire pour s'améliorer. Puis ça, vous faites des tests réguliers. Prenez le temps de discuter. La communication, encore là, c'est ce qui est le plus important. Parce que, comme je vous disais, la dame de 30 ans de service, là, elle s'est faite lancer. Gisèle. Ouais, on va l'appeler Gisèle. Elle s'est fait lancer tellement de défis pendant 30 ans qu'elle a développé plein de trucs pour arriver à faciliter son travail puis pas être obligée de rentrer à Noël puis au jour de l'an parce que la paye n'était pas faite. Donc, il a fallu qu'elle se développe des trucs. Donc, l'idée, c'est de communiquer avec ces gens-là puis de s'assurer, dans peu importe quelle compagnie que vous êtes, quelle taille de compagnie vous avez, pour voir comment est-ce que je peux faciliter son travail. Parce que le party de Noël, c'est le fun quand tout le monde n'est pas fatigué quand on va au party de Noël. Tu as parlé de quelque chose, Michel, qui résonne extraordinairement avec notre audience, c'est l'efficacité. Oui. Que tu sois un petit entrepreneur de 5 employés ou de 500, on a grandi en ne voulant pas gaspiller notre temps. Tu sais, l'entrepreneur qui a réussi à grossir sa business, là, c'est parce qu'il a trouvé des moyens efficaces. Puis il a identifié des moments où c'était trop long, c'était gaspillage. Tu sais, on a même des clients qui se sont inventés des outils, des machines pour être plus performants. Tu sais, on voit souvent ça. Tu sais, l'industrie va dépenser des millions pour des machines au chantier, mais ne dépenseront pas des 10 000 pour les outils au bureau. Fait que, tu sais, ça, c'est toutes des astuces qu'il faut considérer. Puis l'efficacité, c'est vraiment quelque chose qui parle à notre audience. Donc, si je répète ce que tu as dit correctement, là, Michel, c'est que lorsqu'on identifie que quelque chose n'est pas assez vite, parce que des fins de mois, des entreprises de 100 employés en ont, mais des entreprises de 30, 40, 50, des moyens entrepreneurs, des fins de mois ne font peut-être pas ça. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin de leur job cost. Encore là, on est là pour faire de l'argent. Est-ce qu'on en fait de l'argent? Souvent, cette information-là, elle arrive trop loin. Fait que ça aussi, ça peut être perçu comme un gaspillage. On s'entend que tous les services informatiques, services administratifs, services RH dans une entreprise, c'est de la dépense nette. Il n'y a pas de revenu qui est associé à ça. Tu sais, à moins que tu sois une compagnie en informatique puis que tu vendes des services informatiques, c'est autre chose, mais honnêtement, c'est des dépenses. Fait que pour un entrepreneur, si j'ai le choix d'investir 100 000 $ pour acheter un logiciel pour faire avancer, ou j'ai le choix d'acheter une paveuse ou acheter un camion ou acheter quoi que ce soit d'autre, bien, je vais l'investir dans les opérations parce que je sais que ça va me générer du revenu. C'est correct que ce soit fait, que le réflexe soit celui-là. Mais éventuellement, ce qui va arriver, c'est que ton équipe administrative derrière n'arrivera pas à suivre la parade. Et c'est là que tu vas commencer à avoir des délais dans la production de tes données. Parce qu'éventuellement, tu vas vouloir savoir, est-ce que je suis rentable sur ce job-là? Mais si ça prend 3 mois avant de le savoir, tu es peut-être dans le trou depuis 2 mois, il est peut-être déjà trop tard. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut penser à dire, OK, bien là, je vais avoir une bonne quantité d'informations qui va revenir vers le bureau. Il faudrait qu'on soit capable de le capturer dans un bon système, puis que je sois capable, dans la semaine qui suit, avoir mes résultats, puis voir si on est en train de se planter. Tu sais, par exemple, une compagnie là, qui veut s'assurer de bien vivre va se planifier un certain fonds de roulement sur plusieurs mois. Et si au fur des mois qu'elle avance, elle réalise que son fonds de roulement est réduit, là, elle peut faire un calcul rapide, dire hey, mon Dieu, je continue ce rythme-là, dans 6 mois, je ferme les portes. Bien, c'est la même chose ici. Si tu n'es pas capable de mesurer avec un système informatique ou autre ton efficacité, ben c'est comme tu y vas à l'aveuglette. Je te dirais, mets-toi des lunettes noires puis une canne blanche, puis avance, puis essaie de faire de l'argent avec ça. Fait que, tu sais, c'est là que les gens, il faut qu'ils réalisent qu'à un moment donné, j'ai besoin d'avoir une vision de qu'est-ce qui s'en vient, puis j'ai besoin de le savoir, puis les systèmes, puis les processus et les personnes, c'est ça qui va faire que tu vas y arriver à l'avoir. Tu vas arriver à l'avoir. Absolument, tu sais, parce que
on parle de suivi de coût, mais c'est aussi des suivis de performance. Parce qu'on le sait, en construction, qu'on fait de l'argent à l'estimer, mais en battant notre estimé au chantier avec nos opérations. Mais entre les deux, on a besoin de processus. Ouais. On peut pas y arriver avec nos lunettes noires et notre canne blanche. Exact, c'est ça. On a parlé de plein de choses actuellement. T'aurais-tu un tutoriel pour les gens qui sont intéressés, 5 étapes ou quelques étapes pour naviguer à travers ça, de l'identification de nos besoins? Comment ça part pour quelqu'un qui veut entamer une transformation numérique? Premièrement, c'est d'identifier, au départ, c'est d'identifier c'est quoi les besoins à couvrir, c'est quoi qu'on veut faire, c'est quoi les pain points ou les points critiques à mon entreprise. C'est de vraiment bien comprendre son entreprise, de bien comprendre ses processus d'affaires. Par la suite, c'est de prendre le temps. Souvent, on se lance rapidement, le premier venu vient, on te propose de quoi, tu le prends, pas te rendre compte que ça couvre peut-être 50-65% de tes besoins, puis le reste, on va s'arranger. Fait que, tu sais, de vraiment prendre le temps d'identifier c'est quoi la solution qui existe sur le marché. S'il n'en existe pas, c'est quoi la solution qu'il faudrait que je développe. Et après ça, d'établir un calendrier ou une évaluation précise de qu'est-ce que ça va me coûter. Puis est-ce que je peux me le permettre? Parce que j'ai vu des compagnies, des fois, se lancer dans des projets sans trop savoir comment ça va coûter. Puis au final, ils se disent, bon, ça coûte même trop cher mes besoins, je vais faire faillite si je continue à faire ça. Fait que, un, c'est d'identifier ses processus, ses besoins. Après ça, d'identifier la meilleure solution qu'on va pouvoir mettre de l'avant. Et après ça, c'est de se mettre un budget. Ça, c'est les 3 premières étapes. Après ça, le reste, c'est la planification, la communication, identifier les bonnes personnes qui vont m'amener à diriger ce projet-là adéquatement. Fait que c'est vraiment via ça que ça passe. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui se présentent chez vous, ça, vous allez le voir souvent. « Hey, j'ai un système pour toi qui va faire des miracles. » Puis là, le gars, « Ah oui, j'ai un peu d'argent, let's go. » Mais ça vient combler quel besoin. Si tu le sais pas, puis tu prends le système, tu viens de dépenser de l'argent pour rien. Fait que t'es peut-être mieux de prendre un recul puis de dire, OK, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin, puis quels sont mes points. Ça, pour y arriver, on revient encore au même point, communication. Faut que tu parles avec tes gens, puis tu écoutes ce qu'ils ont à te dire. Parce que c'est eux autres qui vont dire si ça va bien ou ça va pas bien. Fait que ça, c'est l'approche que je dis à tout le monde, c'est prenez le temps d'identifier vos besoins, de choisir votre bon logiciel, puis de vous faire un budget si vous êtes en mesure de le faire. Vous pouvez l'échelonner sur plusieurs années, pas besoin de le faire sur un an. Là. C'est tout à fait critique ce que tu viens de mentionner, Michel. Puis, tu sais, dans le fond, là, en ce moment, il y a seulement 10% de l'industrie de la construction qui est digitalisée. Ça a commencé par les plus gros acteurs qui ont montré, tu sais, le chemin. Okay, qui ont ouvert la trail, si on veut. Puis là, les moyens puis les plus petits commencent à tranquillement vouloir se digitaliser. C'est quoi, toi, ta perspective sur ce qui s'en vient pour notre industrie? Écoute, les gros donneurs d'ouvrage commencent à vouloir avoir des données électroniques. Ils sont tannés des papiers, ils sont tannés des emails, ils sont tannés de recevoir des Excel, des données un petit peu mal. Donc, tranquillement, les gros donneurs d'ouvrage vont finir par exiger ou en tout cas favoriser des entrepreneurs qui vont avoir des systèmes électroniques pour transmettre leurs données. Cette façon de faire va accélérer la transmission de la donnée du chantier jusqu'à la comptabilité aux opérations. Ça s'en vient. Ils ne sont pas tous encore en train de l'imposer, mais je vous dirais que ça surtout avec le AI qui s'en vient, là, ils vont le demander de plus en plus. Là. Fait que l'industrie de la construction, peu importe la taille, il va falloir comment elle pense à se doter de systèmes pour pouvoir coper pour ce que la demande va devenir de leurs fournisseurs ou de leurs donneurs d'ouvrage. Donc ça va être bien important. Là, j'ai mentionné, je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai mentionné l'AI. Ça s'en vient, ça aussi. L'AI, c'est quelque chose qui est encore un peu nébuleux pour les gens, mais c'est quelque chose qui va venir favoriser et améliorer l'efficacité au niveau du travail parce qu'il y a tellement de choses que l'AI peut te proposer comme solution que même si tu es petit, c'est un petit peu d'AI qui t'aide à dire, regarde, voici, si tu fais telle affaire de telle façon, tu vas générer tant de marge, mais ça va te coûter tant parce que tu n'utilises pas ton équipement, et ainsi de suite. L'intelligence artificielle va pouvoir te permettre de te guider dans tes décisions pour améliorer ta compagnie, peu importe la taille que tu vas avoir. Tu sais, moi, pour ma part, l'intelligence artificielle, c'est pas nécessairement quelque chose qui va éliminer des emplois, qui va plus faire pivoter notre industrie. Est-ce que c'est dans le même alignement que tu proposes des outils d'AI? Comment tu vois ça?
Ben, moi, je suis arrivé à une période où est-ce que l'informatisation commençait. On en avait un peu, des gros ordinateurs qui existaient, mais avant ça, il n'y a pas grand monde qui avait des PC à la maison. Puis là, dans ces années-là, je me souviens encore aujourd'hui, tout le monde va dire « Oh mon Dieu, l'ordinateur va prendre sur nos jobs, on va tout perdre nos jobs. » Il n'y a pas eu plus d'emplois générés à cause que des ordinateurs ont été créés qu'avant. Donc, c'est pas vrai que le AI va venir enlever des emplois. L'AI va venir t'aider à faire ton travail mieux, va te permettre, parce qu'on s'entend là, que si on prend tout ce qui a été appris par l'humanité au complet, l'AI va être capable de le lire en une fraction de seconde comparativement à toi puis moi, puis il va être capable de le retenir. Fait que quand j'ai besoin de quelque chose, parce que c'est moi qui sais où est-ce que je m'en vais avec ça, le AI, il ne sait pas où s'en aller avec l'information. Lui, il fait juste capturer l'information. S'il pose une question, il va être capable de te répondre. On n'est pas rendu à l'étape où on a un robot qui est capable d'utiliser l'AI puis de prendre des décisions. Ça s'en vient, mais c'est pas encore là. Fait que d'ici le temps qu'on arrive à cette réalité-là, je pense que l'AI va venir aider grandement l'efficacité, puis il va venir t'aider à prendre les bonnes décisions par rapport à ton organisation, par rapport à qu'est-ce que tu veux faire, peu importe l'utilisation que tu vas en faire. Donc, l'AI, oui, va venir. Moi, je le vois comme étant favorable. Fait que l'AI, c'est pas quelque chose qui va éliminer des emplois du jour au lendemain. Non. Ça va les transformer. Ça va les transformer. Il va falloir guider l'AI à faire qu'est-ce qu'on a besoin qu'il fasse, mais beaucoup plus rapidement. Oui. On va pouvoir en faire plus avec moins quoi. Je voulais aussi rebondir sur le fait tantôt quand on parlait là, que on achète des machines pour le chantier, on achète-tu des logiciels pour le bureau, puis directement, les logiciels ne nous font pas avoir nécessairement plus de revenus, par exemple. Mais avec la perspective sur le futur qui s'en va, justement, on connaît certains gros entrepreneurs routiers qui vont imposer que les sous-traitants soient digitalisés. Donc, en quelque sorte, ils vont favoriser ces entrepreneurs-là à avoir des contrats avec eux. Mais ça veut-tu pas dire que d'avoir des logiciels va te permettre, en quelque sorte, d'être favorisé, d'avoir plus de jobs avec des entrepreneurs consciencieux? C'est sûr que ça te met dans une position pas mal plus intéressante. Parce que si moi, j'ai le choix, mettons, je suis un gros donneur d'ouvrage, puis j'ai le choix entre te choisir toi qui a un logiciel et de choisir l'autre à côté qui ne l'a pas puis qui va me remettre des feuilles de papier ou des emails, ben dans ma tête, ça va être simple. Je vais te prendre toi parce que je me dis, avec toi, je sais que je vais avoir la donnée, je vais l'avoir à date. Puis quand je vais me présenter dans ma facturation avec le ministère du Transport, ben, je vais être capable de m'asseoir avec les données les plus fraîches, les plus récentes possibles. Tandis que l'autre, avec Roger, qui part jeudi soir, ça brosse, puis qui ne revient pas avant 2 semaines, puis que je n'ai pas le papier avant 2 semaines, ça va peut-être aller dans 1 mois avant que je me représente avec le ministère du Transport pour cette facture-là que je voudrais faire auprès du ministère. Fait que je ne pourrais pas l'avoir dans ma facturation. Puis là, ça va prendre du temps, puis lui, Roger, va vouloir être payé tout de suite parce qu'il est sous-contractant. Fait que, tu sais, je suis pris à débourser de l'argent d'avant. Fait que, oui, effectivement, le fait que les compagnies soient digitalisé va favoriser. Je ne dis pas que ça va être mieux parce qu'il y a des gens qui vont avoir les meilleurs systèmes informatiques, mais peuvent avoir une attitude déplaisante qui va faire que je vais préférer prendre l'autre. Mais ça reste que ça va te donner, pour attitude similaire, je vais dire, ben moi, je vais préférer celui qui a son système est informatisé et qui peut me produire les données dans le temps que j'ai besoin. Parce que dans le fond, ce sous-traitant-là qui est informatisé puis qui a un processus de transfert des données, ben il va coûter moins cher à la compagnie maîtresse, si on veut, ou au donneur d'ouvrage pour travailler avec. Il n'y aura pas besoin de traiter les données. Fait qu'encore là, c'est une espèce de collaboration du donneur d'ouvrage envers les sous-traitants. C'est vraiment intéressant. Moi, je suis convaincu aussi que tout le monde va bénéficier de ça. Mais tu sais, tout à l'heure, tu disais, est-ce que d'installer un système informatique ne te permettra pas de générer d'argent? Le système informatique va te permettre de sauver tes coûts. Donc, les systèmes informatiques, tout ce que tu vas mettre de l'avant pour sauver des coûts, va faire en sorte qu'au bout, oui, tu vas faire de l'argent. Mais la dépense liée à l'informatique ne te fera pas faire d'argent. Intéressant. On a fait un gros tour. Hein? On est parti de l'intelligence émotionnelle, l'impact sur le changement, le PPS, ainsi que maintenant notre perspective sur le futur. Okay? Les astuces finaux. As-tu des choses à rajouter pour notre audience, pour les motiver, peut-être pour leur donner le goût de prendre place dans un changement, parce que ça s'en vient. Hein? Ça s'en vient rapidement. On est encore tôt
si on prend une journée, on est tôt le matin dans l'ère du changement. Moi, ce que je peux juste conseiller à toute l'industrie de la construction, c'est de se préparer rapidement parce qu'il y a de gros projets qui s'en viennent de la part du gouvernement et il y a beaucoup de demandes qui vont venir de la part des donneurs d'ouvrage qui vont exiger certaines... Fait que là, c'est l'heure. Là. Si vous voulez un wake-up call, il est là. Embarquez dans le changement, faites-le le plus rapidement possible. Puis vous allez juste être d'avance au lieu d'être en retard. Parce que si... c'est pas payant d'être en retard. Ben, parce que si tu as 40, 50 personnes qui viennent te voir en même temps pour avoir le même truc, ben ça va te prendre un numéro, puis je vais adresser la situation quand j'arriverai à toi. Là, aujourd'hui, on est encore au début. Là. Le line-up, il est court. Fait que profitez-en, c'est maintenant que ça se passe. On n'a pas le choix avec tous les autres défis qu'on a, pénurie de main-d'œuvre et autres, de s'organiser pour en faire plus avec moins. On parle des gros donneurs d'ouvrage, on sait ce qui se passe avec Hydro-Québec puis l'électrification. Il manque des dizaines et des dizaines de milliers de travailleurs. Encore là, faire plus avec moins. Michel, ton expérience est incroyable. Merci. Je vais inviter notre audience à te contacter ou à nous envoyer un email info@Stivalgo. On va vous transférer. Ou Michel, veux-tu partager certaines coordonnées pour qu'on te rejoigne si on a des questions? Ben oui, écoutez, si vous êtes intéressé d'en savoir plus, vous voulez avoir de l'aide avec la gestion de vos projets, vous avez juste à aller sur mon site web ebits.ca, ebits.ca. Et à partir de là, moi, ça va me faire plaisir de vous recommander ou vous donner des inputs par rapport à l'expérience que j'ai en charge de projet. Michel, encore une fois, tu as contribué à notre mission qui est en fait de redonner à l'industrie de la construction des astuces, des trucs, des conseils pour qu'on marche par en avant puis qu'on innove. Chère audience, pour nous aider dans notre mission, s'il vous plaît, partagez ce podcast sur vos réseaux. Parlez-en à vos collègues. On ne le sait pas, peut-être la prochaine fois, on va vous inviter à venir vous parler de votre expérience. Donc, merci à tous. Merci Michel. Merci beaucoup.